Donc effectivement, j'ai la lourde responsabilité de vous parler de confiance, et notamment dans un périmètre dans lequel je travaille depuis une dizaine d'années maintenant, qui est la question des interactions humain-machine, on va dire, au sens large. J'ai choisi une illustration qui vient d'un projet européen sur lequel on a bossé pendant 3 ans, qu'on vient de finaliser, qui porte notamment sur la conduite automatisée. Je ne vais pas vous parler que de ça, je vais essayer d'avoir une approche assez large et la plus large possible. Moi j'ai un profil un peu particulier, je suis un spécialiste de l'ingénierie de facteurs humains, donc c'est pour ça que mon approche va être un petit peu technique, elle va s'appuyer sur des modèles et ce genre de choses. Désolé pour le côté un peu compliqué forcément. Donc moi ce que je vous disais, c'est que en fait je viens avec ma casquette d'ingénieur facteur humain et aussi que je mets vraiment au service de mon rôle de lead UX researcher chez Academy. Et en fait notre métier c'est de travailler dans la compréhension, le design et la modélisation aussi des interactions entre les hommes, des systèmes et tout ça dans les environnements. On va redépiler ça de façon un peu plus précise. Et comme je vous le disais, ça sert à la fois un volet d'insight, de compréhension basé sur le terrain. Donc les modèles que je vous présente là, c'est des choses que moi j'utilise quasiment quotidiennement, qui nous servent aussi dans les phases de design. Alors tout de suite, je vais dédramatiser, je vais mettre un gros warning. J'ai pas du tout l'ambition de résoudre l'équation universelle de la confiance, ce serait beaucoup trop compliqué. C'est un très vaste sujet que j'ai pu essayer sur lequel je me suis redocumenté pour préparer cette intervention. Donc l'idée c'est plutôt de vous faire un aperçu qui est à la fois partiel et partial. Il n'y a pas tout, certes, mais en tout cas c'est des choix que j'ai vraiment faits et que je peux défendre si vous le souhaitez. Quelques éléments clés pour avoir des éléments de compréhension et une grille de lecture, et puis, comme je vous le disais, certains modèles qui viennent de la littérature. Donc, avec plaisir pour en discuter, pour approfondir. Je vous ai mis toutes les références aussi en fin de présentation. Du coup, quand on parle de confiance, alors j'ai essayé de faire un super effet un peu sur la notion de flou, parce qu'en fait, c'est une notion qui est assez ambiguë en fait. C'est communément admis comme étant hyper important. La confiance dans l'interaction, la confiance entre les humains, la confiance, tout. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat à ce niveau-là. Par contre, à la fois les définitions sont assez vagues et en fait, il n'y a absolument rien d'univoque. On est tous d'accord pour dire que c'est important, mais on n'a pas forcément d'éléments très précis. Donc ce que je propose de faire, c'est de parcourir ou de vous partager quelques concepts, des éléments sur les impacts, des exemples liés à la confiance. Et puis alors, on va parler de la mesure, mais je vous le dis tout de suite, ce ne sera pas forcément aussi actionnable quand vous serez demain au bureau, malheureusement. Alors si on parle d'abord vraiment en termes d'exemples et d'impact, j'ai commencé par la définition. Ce que je trouve intéressant, c'est que la confiance est définie comme une croyance spontanée ou acquise. Donc spontanée, c'est la notion d'a priori, et acquise, on est dans une idée d'évolution, quelque chose qui peut bouger, qui peut dynamiquement évoluer. Et surtout, c'est la traduction entre une interaction d'une personne avec une autre qui va faire qu'on va être incapable d'imaginer qu'il puisse soit nous tromper, soit nous trahir, soit être incompétent. Donc il y a bien cette notion-là de rendre un service, d'être efficace, etc. Je fais directement un raccourci. On parle de confiance entre deux personnes à personne. Moi, je vais remplacer une des personnes par une machine et je vais parler de confiance entre une machine et un humain. Alors, il y a d'autres définitions que j'avais pu lister, notamment la question du sentiment de sécurité, d'harmonie, du sentiment que qu'on peut se fier entièrement à quelqu'un ou à quelque chose. La notion de crédit aussi qu'on peut avoir sur une chose, quand on parle d'une chose en particulier. Alors, j'ai essayé de chercher des modèles, parce que moi, c'est mon truc, les modèles. Vous avez un modèle ici qui s'appelle le Basic Model dans The Mechanic of Trust. Alors c'est assez simple, on a un truster et un trusté. Alors j'ai pas trouvé, la traduction française ça marche pas, donc je le fais en anglais. On parle de confiance à condition qu'il y ait un risque. S'il n'y a pas de risque, l'action de la confiance elle ne se pose pas au final. Donc on va avoir un truster qui va émettre un signal envers un système par exemple, et puis il va y avoir une réponse. Soit la réponse est satisfaisante et dans ce cas-là ça va renforcer ma confiance, soit il va y avoir ce qu'on appelle une défaillance ou une défection. Et dans ce cas-là, je vais impacter négativement ma confiance. Ça paraît assez basique jusque-là. L'idée principale, c'est la notion de risque ici. Ensuite, c'est très illisible, vous m'excuserez. J'ai essayé de chercher des facteurs contributifs à la bonne confiance ou à la confiance positive. Donc là, vous avez une étude qui a été citée dans ComAdvantage, qui est un gros projet européen qui s'est intéressé à la coopération, notamment via des outils mobiles entre des gens qui sont dans des sites qui sont excentrés. Différents facteurs qui sont à la fois personnels. Ma personnalité peut faire que je vais avoir une propension favorable ou plutôt défavorable à faire confiance aux gens. Il y a des aspects cognitifs, il y a des aspects affectifs. Donc ça, c'est des éléments qui sont intéressants. Et ce que montre aussi, ce que montre quand on arrive à lire, bien sûr, ce tableau, c'est qu'au-delà de ces éléments-là, en fait, il y a énormément de points de recoupement avec la notion d'utilisabilité. Donc en fait, confiance et utilisabilité vont très souvent de pair, ou en tout cas sont sous-tendus par les mêmes dimensions, si je peux dire. Je vais commencer par un premier concept, Parasuraman 97, qui nous dit qu'il y a 4 types d'interactions, il y en a 3 qu'on va détailler.
c'est l'utilisation, le mésusage, le désusage ou la sous-utilisation et l'abus. Je vais vous les illustrer juste après. Donc, misuse, j'ai une surconfiance, je comprends mal ou j'interprète mal ce que peut faire le système avec lequel je suis en train d'interagir, et du coup, je vais avoir tendance à l'utiliser au-delà de son champ de validité, par exemple. Disuse, vous le connaissez tous, c'est un peu la clé quand on fait de l'interface ou du produit un peu grand public, c'est le désengagement. Je ne vais pas réussir à onboarder mes utilisateurs, ils ne vont pas vouloir rester, ils ne vont pas me faire confiance et du coup ils vont sous-utiliser, voire totalement arrêter d'utiliser mon service. Et le troisième point qu'il cite, c'est abuse, que ce soit de l'une ou l'autre des parties. Soit j'abuse moi en tant qu'utilisateur, soit l'automatisation va abuser vis-à-vis de moi. Tous les exemples dont je vous parle sont liés de human and automation un peu au sens large. Hein. C'est de l'interaction vraiment au sens le plus large possible. Alors j'ai un premier exemple pour les conducteurs de Tesla. Je ne sais pas si vous êtes déjà monté dans une Tesla. Donc là, vous avez le conducteur qui nous explique que, bah oui, quand je lâche les mains, effectivement, l'autopilote va se mettre à gueuler à peu près au bout de 2 minutes en disant « fous tes mains sur le volant ». C'est un garde-fou du concepteur qui dit, et après il nous dit « Why the hell I got an orange on my steering wheel ». En fait, ça, c'est ce qu'on appelle, c'est le hijack, un des plus connus que vous trouvez pour outrepasser l'autopilote. En fait, les concepteurs de Tesla, ils n'ont pas choisi de vous obliger à mettre les mains sur le volant pour se dédouaner en cas de problème. Ce qu'ils ont choisi de faire, c'est que vous avez juste besoin d'exercer une pression sur le volant. Donc si vous calez une orange qui exerce une pression suffisante sur le volant, vous arrivez à outrepasser le système et du coup, vous abusez un peu de sa confiance, entre guillemets, et du coup, vous allez pouvoir conduire. En l'occurrence, il explique que ça fait 25 bornes qui roulent sur l'autoroute en mode autopilote, ce qui n'est pas du tout préconisé par Tesla. C'est pas du tout une voiture elle n'est pas autonome, elle est à haut niveau d'automatisation. Beaucoup d'exemples comme ça sur le net qui tournent. Alors un exemple de mésusage, on va dire, ou de underuse, je ne sais pas si vous le reconnaissez. C'est le vol AF447 pour Paris-Rio. Je vais plomber l'ambiance, je vous le dis tout de suite. Je suis désolé. Donc Paris-Rio, AF447, 1er juin 2009. On est donc sur un vol long courrier, un équipage qui part avec l'avion. On a une défaillance des sondes pitot pendant quelques instants, mais vraiment un très court instant, qui fait que l'information n'est pas fiable. Donc qu'est-ce que choisit de faire l'équipage à ce moment-là? Eh ben, il n'a pas été fiable, le système, donc j'arrête de me baser sur le système. Donc en fait, en chantant totalement les informations qui sont données par les sondes pitot, qui quelques secondes après ont refonctionné et donné une information correcte, en fait, le pilote choisit de pousser le manche ou tirer le manche, je ne vais pas dire de bêtises, c'est l'un ou l'autre en tout cas, pensant qu'il manquait de vitesse, il voulait reprendre l'altitude, et en fait ils étaient déjà très bas, et en fait le principe de la sonde pitot, c'est de vous donner une information qui vous permet de rester au-dessus de la vitesse de décrochage. En fait, au moment où ils actionnent le manche, ils font décrocher l'avion, donc s'abîme, et vous avez 228 morts, c'est la plus grosse catastrophe aéronautique française en l'occurrence. Donc là, on est clairement sur un problème de confiance, basiquement. Si vous lisez les rapports du BEA, c'est exactement ce qui transparaît à ce moment-là. Désolé, hein, je prends un peu l'ambiance, mais on est bien sur une question de confiance qui, à un moment donné, va être érodée, et du coup, je ne vais plus du tout m'appuyer sur cet élément-là, qui pour autant pourrait vraiment, en l'occurrence, vous donner une information vitale. Et le troisième exemple, c'est la bonne dose de surconfiance. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça aussi, il y a pas mal de gens qui se sont fait spotter, entre guillemets, en train de conduire, enfin en train de pioncer, en l'occurrence, en mode autopilote dans leur Tesla. Et vous en avez même un qui s'est fait arrêter alors qu'il était en train de dormir, donc ils l'ont encerclé, la voiture s'est arrêtée. Et le mec, quand il a été réveillé, la seule chose qu'il a trouvé de mieux à dire, c'est en fait, la seule différence entre moi et les autres, c'est que moi, je me suis fait choper, quoi. Voilà. En termes de confiance, je trouve qu'on est pas mal à ce moment-là. Je trouve que c'est un exemple assez marquant. Vous avez vu des vidéos de personnes qui pioncent comme ça dans leur Tesla, d'autres voitures qui les filment, ils sont sur l'autoroute à 80 km/h, 100 km/h. Alors, quelques concepts que moi je vous invite à considérer, parce que je les trouve vraiment intéressants, et ça fait partie de ceux que j'ai découvert il y a un petit moment et que je continue de manipuler un peu au quotidien. Le premier, c'est la conscience de la situation. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, c'est un terme qui vient vraiment de l'automatisation. Pour le coup, c'est Michael Slay qui l'a défini en 3 étapes, assez simples. Percevoir le monde qui m'entoure, donner du sens au monde qui m'entoure à partir de ce que j'ai perçu, et projeter l'état futur du monde. Juste avec cette critique-là, déjà, on est sur une. Ça permet vraiment d'avoir un cadre. Il y a du texte, effectivement. On est déjà sur un cadre qui permet d'avoir une chaîne de défaillance. Je peux ne pas voir quelque chose, mal l'interpréter, ou alors mal projeter ce qui va se passer ensuite. Pas de niveau de défense possible. Et ce qui est intéressant, c'est que ça s'applique au collectif. Donc, pareil, si on prend un humain avec un humain ou un humain avec une machine,
Il y a la notion de team essay, c'est quand chacun a ses responsabilités, l'idée c'est que chacun doit bénéficier d'informations qui le concernent pour ce qu'il a à faire. Et quand on est dans la shared essay, c'est qu'on est en train de coopérer, on est tous les deux sur une même activité, on est en collaboration réelle. Du coup, l'idée c'est que chacun, on ait la même représentation. Une représentation commune. Et le postulat que j'avais fait à Mel l'année dernière, je l'avais un peu embêté avec les modèles mentaux, c'était justement cette idée d'adéquation entre un modèle mental et un modèle conceptuel. Donc, ce que j'avais dit, c'était que les modèles mentaux sont la première interface sur le monde. Et ça, ce que ça veut dire, c'est quand on parle de confiance, les expériences passées font que dès que je me retrouve face à un système, un service, une personne, j'ai un a priori en termes de confiance. Je te fais confiance, je te fais pas confiance, je te fais confiance, je te fais pas confiance. J'ai un système face à moi, je vais me dire ça. Ça, de base, j'y crois pas, de base, je suis plutôt frileux. Ça, c'est un point qui est important. Et puis j'avais comparé justement cette idée, donc on a un modèle conceptuel, nous, en tant que designer, on pose un modèle conceptuel, on pose un cadre de référence. Notre utilisateur en face va avoir un certain modèle, ça pète. Et en fait, l'interaction, c'est le moment où les deux se rencontrent. Et l'idée, c'est de voir justement si ça se chevauche bien, si ça se recouvre bien, s'il y a des divergences, des problématiques à ce niveau-là. Les risques, on en a parlé, donc je passe rapidement, les usages, les détournements, les relevés, etc. Et puis, j'avais proposé 4 niveaux de décalage, donc je vais passer rapidement. D'abord, un modèle conceptuel qui n'est pas défini. Donc là, en termes de confiance, si vous voulez, bon, je dis ok, ils sont sympas, ça fait le job, je peux aller au 8e, au 6e, au 3e. Par contre, on se demande un peu quelle mouche ils appliquent, quelle idée à la con ils ont eu globalement, en plus de nous patcher ça par-dessus. Donc là, en termes de perception qualitative, même de ce que je peux voir, on n'est pas forcément sur quelque chose qui est valorisant. Le deuxième niveau, c'est quand un modèle conceptuel ne va pas être adapté au modèle mental. J'avais pris l'exemple du système de maintien dans la voie. Encore un exemple d'automobile, je suis désolé. Donc là, vous avez l'automate, lui, il est disons très technique. Son but, je suis ingénieur chez Valeo, c'est ok, je dois détecter les marquages avec une caméra, avec ce que vous voulez. Quand la roue touche le marquage, j'envoie une alerte. Vision système pur, aveugle sur l'activité humaine. Puis en face, il y a le compromis humain. Moi, je vous invite à essayer un système de maintien dans la voie dans une boîte de campagne. Vous allez voir comment ça se passe. Là, c'est un très très bon candidat pour le DCU. Les gens qui ont un LKS ou un LK, différentes appellations, en général, vous les activez. Vous l'utilisez dans certains contextes, vous savez qu'au moment ça va vous saouler, ça peut entraver votre activité. Imaginez que vous dépassez un piéton, un vélo par exemple, qui roule, vous n'allez pas forcément mettre votre clignotant, etc. Le système va soit vous ramener dans la voie, soit vous envoyer une alerte. On est sur un mauvais compromis entre fausses alarmes et non-détection, on va dire qu'il y a un peu la question de la confiance fondamentale aussi qui est derrière. Et du coup, on est sur un bon candidat pour le désengagement, et ça, je l'utilise par rapport. Un troisième niveau, c'était un troisième exemple de disruption par le modèle conceptuel. Donc là, on est sur une logique de repérage, autrement que par du GPS avec 5 chiffres après la virgule pour latitude et longitude. C'est WhatReworks qui propose une logique de découpage de la Terre en carré de 3 mètres par 3 mètres, avec chaque carré qui porte un nom. Du coup, j'avais chaque adresse qui est constituée par 3 mots qui sont côte à côte. Là, ça a un intérêt, c'est que moi, transmettre une position GPS à un ami, c'est un peu galère globalement. Par contre, si je suis à Moulin Noisette Café, et qu'il y a un moteur d'achat qui s'appelle Noisette ou Moulin Café, il va pouvoir facilement déjà retenir ces éléments-là, ça va être dans sa langue d'origine, etc., etc. Et puis le quatrième niveau, c'était le manque d'intelligibilité. Donc là, j'avais cité un exemple, je ne sais plus quel j'avais pris d'ailleurs, là je vous parlais du Rafale B, projet de copilote électronique chez Dassault, qui voulait vraiment avoir une. C'est quand même le fleuron de l'industrie française, etc. Ils voulaient avoir un copilote électronique intelligent. Donc ils ont interviewé tout un tas de pilotes, ils ont constitué une grosse base de connaissances. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait la somme des connaissances de tous les équipages qu'ils ont vus. Et en fait, en faisant ça, ils ont produit un super algorithme qui faisait de la super IA et qui faisait plein de choses hyper intelligentes sur le papier. Et en fait, quand vous mettez ça dans les mains d'un opérateur humain, ben en fait, il ne comprend pas ce qui se passe. Ça dépasse l'entendement, entre guillemets, parce qu'on a intégré uniquement des connaissances techniques, on va dire, ou très opérationnelles, sans intégrer des compétences non techniques, par exemple. Des communications verbales, de la coopération entre un pilote et un copilote, ce genre de choses. Tout ça, le copilote électronique, il en était exempt, et du coup, c'était hyper compliqué en termes de coopération. Le projet a carrément été abandonné parce que ça ne fonctionnait pas du tout. Enfin, ça fonctionnait très bien techniquement, mais ça fonctionnait très mal quand vous le mettiez dans les mains d'un utilisateur. Troisième concept, le système cognitif joint. Alors, je suis désolé, c'est pas moi qui les invente ces termes-là, c'est Nagel qui nous parle de ça. Il dit plutôt que de considérer un acteur et un système, on va considérer un couple comme un ensemble, et on va vraiment s'intéresser à ces aspects-là comme un couple qui coopère et qui travaille, enfin, qui agit de concert dans une phase d'interaction. Je vous ai épargné les slides de détail. Merci Alexandre pour le tuyau, parce que c'était un peu indigeste. Donc en fait, vient la question ensuite de se dire, ok, concrètement, on parle d'éléments qui sont un peu satellites autour de la confiance. Est-ce que je peux mesurer la confiance?
la confiance entre un homme et un système dans une interaction. Et bien, au risque de tout décevoir, donc, il y a quelques pistes. Ça, c'est ce que propose par exemple le système cognitif joint. Il parle de visibilité des contraintes. Savoir que dans un environnement donné, votre système peut fonctionner ou peut ne pas fonctionner. Il parle de disponibilité de ressources. Donc derrière, il y a la question de la charge mentale, par exemple. D'avoir accès au bon outil pour faire l'opération qui va me permettre d'avancer. Il parle de périmètre de décision aussi. Donc que chacun ait sa responsabilité, une forme de territorialité d'action. Très classique aussi en utilisabilité ou dans tous les critères heuristiques que vous pouvez trouver. La capacité à détecter et à corriger une erreur. Donc ça, c'est des choses qu'on retrouve aussi dans ce modèle-là. Prédictibilité, savoir que quand je fais telle action, qu'est-ce qui va se passer derrière. Donc là, c'est des éléments qui sont là aussi très connus. Et puis la pression temporelle qui revient, qui est un des facteurs principaux que Nagel met en avant dans son modèle. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il n'existe aujourd'hui, en tout cas, aucun consensus pour avoir une mesure objective de la confiance. Donc j'aurais bien voulu vous amener un confiancemètre, mais ça n'existe pas. Vous n'avez que des moyens détournés aujourd'hui, type mesurer la surprise, mesurer la frustration, mesurer la workload ou la charge mentale. Ça peut passer par de l'EEG, de l'affinir, tout type de capteur. Je vous ai mis ici un exemple chez nous qu'on utilise qui est la réponse électrodermale. On ne peut pas mesurer directement la confiance. On peut mesurer tout un tas de choses annexes et on peut essayer d'extrapoler et de ramener ça de la confiance. Donc on va être uniquement dans des approches qui sont dites subjectives. C'est du déclaratif, c'est du questionnaire, c'est des choses qui sont assez empiriques en général. Il y a tout un tas de choses qui existent. Je ne dis pas que c'est un terrain totalement... c'est pas un terrain vague du tout, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de choses et que dans ce beaucoup de choses, il n'y a rien d'univoque et d'universel que vous pouvez utiliser demain au bureau. Donc je suis désolé. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un lien avec l'utilisabilité. Donc nous on s'était amusé c'est un bien grand mot, à faire une revue de littérature sur toutes les dimensions qui se recoupent dans acceptabilité, acceptation, utilisabilité, facilité d'usage et user experience au sens large. Et en fait, derrière chacun de ces termes-là, que ce soit le plaisir d'utilisation, les réponses émotionnelles, les erreurs, l'efficacité, l'utilité, peu importe, vous avez derrière des sous-dimensions possibles que vous pouvez mesurer. Donc l'idée, c'est plutôt d'aller regarder un peu derrière ces dimensions, ces concepts-là, quel type de mesures on peut effectuer. Vous avez certains... Typiquement, la question de base sur la confiance, c'est willingness to use. Est-ce que vous, entre 0 et 10, à quel point vous auriez envie d'utiliser un système que je viens de vous décrire? Ça reste un peu ras des pâquerettes, entre guillemets, en termes de mesure de la confiance. Du coup, comme j'aime bien les modèles, j'aime bien les graphiques, je suis allé chercher un petit peu. Donc ça, c'est... Merci Alexandre encore pour le tuyau. Là, c'est un... Donc c'est... Oh, j'ai cru que le temps était terminé. Donc ça, c'est Rogers qui propose la courbe d'adoption en fonction du temps. Il propose ça comme une décomposition linéaire. Et là, ce qu'il appelle, il place en tout cas ce qu'il appelle 2,5% de la population qui sont des innovateurs. Eux, ils se jettent sur une nouvelle techno. Ça sort, ils le prennent. Que ça marche ou pas, peu importe, rien à foutre. Je le prends. C'est la confiance aveugle. Je ne réfléchis pas, il n'y a pas du tout de réflexion. Je veux le nouvel iPhone 11 tout de suite maintenant. Parce que je suis un addict et voilà. Puis vous allez avoir tout un tas de gens ensuite qui vont être un peu plus, qui vont attendre les premiers retours. Et puis, passer la médiane, le 50% d'adoption, on va dire, vous avez la late majority. Et la late majority, c'est intéressant parce que c'est la dimension sociale de la confiance. C'est-à-dire qu'ils vont attendre que d'autres aient éprouvé la confiance et discuter et commenter la confiance avant de s'embarquer dans l'utilisation. Donc là, c'est vraiment la dimension sociale de la confiance que je voulais vous souligner. Alors j'appelais ça l'aspect social ou confiance avérée, c'est une invention de ma part, j'ai rien trouvé précis à ce moment-là. Pardon. Et vous avez l'autre courbe qu'on voit souvent, c'est le cycle de vie des technologies. Donc c'est la hype cycle de Gartner. Vous allez retrouver les attentes en verticale et le temps en ordonnée, en abscisse, pardon, excusez-moi. Donc ce qui est intéressant, c'est que quand on a quelque chose de nouveau, on va avoir cet effet de pente très forte. Il y a un truc nouveau qui arrive, tac, ça génère énormément d'attentes, on va avoir un haut niveau d'attente justement dans cette technologie. Puis on va atteindre un premier point, un premier sommet, quoi. C'est le moment de la désillusion. En fait, au suite des premiers retours, ils ne trouvent pas forcément ces cas d'utilisation. C'est une techno qui a fait un peu un effet waouh, puis le soufflet est en train de retomber gentiment. Le soufflet va retomber jusqu'à le moment un peu critique, le plus bas, on va dire, qui est le creux de la désillusion, on va dire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, il part du principe que après, il y aura une phase de remontée progressive, on va dire. Les attentes vont se stabiliser et l'usage va aussi se stabiliser à ce moment-là. Donc ça, c'est pour illustrer l'aspect temporel de la confiance que je trouve intéressant. Donc, quelles étapes de la création d'un produit? Avant usage, c'est hyper intéressant. Donc, quand on a travaillé sur le véhicule autonome, quand vous demandez à des personnes, a priori comme ça, vous qui n'êtes jamais monté dans un véhicule autonome, vous y allez ou pas? On est dans ce qu'on appelle l'acceptabilité a priori. J'ai jamais utilisé, par contre, j'ai un avis sur le sujet. Donc ça, c'est des éléments intéressants des échelles d'acceptation, ou d'acceptabilité, pardon, il ne faut surtout pas mélanger les deux,
Vous en trouvez en psychosocial avec certains modèles qui sont intéressants. En conception, vous allez avoir tout ce qui va être microcopie, donc les messages à des moments spécifiques dans l'interaction qui vont être là justement pour faire de la réassurance, qui est un peu le mot d'ordre qu'on entend partout. Il faut qu'on ait de la réassurance parce qu'on veut garder plus de personnes. La question de la transparence qui pour moi est centrale, être transparent sur pourquoi j'irai créer un compte sur votre application, qu'est-ce que je vais trouver derrière, donc toute la question de l'onboarding, l'état du système aussi qui va être important. Et puis un truc dont on n'a pas parlé, mais le développement c'est évident. Le test de fiabilité, c'est reliance, c'est la première base, quoi. Si le système il fait des erreurs, il n'est pas reproductible, il n'est pas fiable, entre guillemets, je ne vais pas du tout avoir confiance. Donc ça semble assez évident, mais en tout cas c'est bien de le rappeler. Et puis du coup, à quel moment dans l'expérience au final, dans l'expérience d'usage, à quel moment je peux m'intéresser à ça? Là, on a parlé de avant même que le produit soit conçu, certes. Moi je parlerais vraiment du T0, quoi, la prise en main, l'onboarding, c'est là que ça se joue. On n'a pas deux fois l'occasion de faire première bonne impression. On sait qu'on arrive avec un a priori qui est plus ou moins positif ou négatif. L'idée, c'est que cette étape-là, c'est une étape clé. Le premier moment où votre client ou utilisateur, appelez ça comme vous voulez, va interagir avec votre produit, votre service ou quoi que ce soit, c'est là qu'il va directement se forger une image de ça. Et ce qu'on sait d'expérience, c'est que, et c'est assez bien documenté aussi, c'est que derrière, vous allez ramer. Si vous avez raté cette étape-là, pour le reconquérir, le coût de reconquête d'un client que vous avez perdu, même avec une V2, une V3, etc., c'est assez compliqué. Pendant la courbe d'apprentissage, formation, l'accompagnement, vraiment la montée en compétences, s'assurer pendant l'usage, par exemple, avec des tests utilisateurs, qu'on est bien dans un bon niveau de compréhension. Moi, j'insiste beaucoup sur ce point-là, c'est vérifier que, certes, la personne l'utilise, mais est-ce qu'elle l'utilise bien? Est-ce qu'elle l'utilise pour ce pourquoi ça a été conçu, dans le domaine, dans le périmètre dans lequel ça a été conçu? Et puis, si j'avais qu'un seul point à vous marteler, c'est dans le temps. La confiance, ça se joue dans le temps. Elle évolue pour vous-même au cours du temps. Première impression, futures impressions, au cours de l'usage, vraiment. Et puis entre les individus, rappelez-vous de nos adoptants tardifs qui, eux, vont vraiment attendre que ce soit éprouvé. Je ne vous ai pas dit, mais à la fin extrême de la courbe de Rogers, vous avez en fait, ceux qui vont attendre que ça devienne quasiment un standard avant d'utiliser. Vos grands-parents avec WhatsApp ou vos parents avec WhatsApp, par exemple, aujourd'hui. Alors ça, j'aime bien, je le dis souvent, l'anti-héros est votre allié. Pensez à celui qui va mal utiliser votre service et votre système, que ce soit de façon volontaire ou involontaire. Volontaire si vous êtes sur des aspects de sécurité par exemple, et involontaire juste si vous voulez voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que votre système est résilient? Est-ce qu'il est résistant à l'erreur par exemple? C'est un point qui est très important. On a toujours parlé de l'anti-héros, moi je vous invite à jouer avec. Et puis quand même pour finir sur une note humaine, c'est que pour partager la confiance, ce qu'on voit c'est que là où il y a un déficit a priori de confiance, c'est assez compliqué pour la technologie de ramener la confiance à l'humain. Et en fait c'est très souvent d'humain à humain que ça se passe. Je prends un exemple, je fais une thèse sur les conducteurs âgés et les systèmes d'assistance. Vous avez énormément de personnes qui ont des véhicules qui sont hyper équipés parce qu'ils ont un pouvoir d'achat qui est important. Donc on leur fourre un maximum d'options quand ils sont chez une marque ou chez une autre. Puis en fait, Michel ou Roger ou Francine, ils n'utilisent pas le régulateur. Par contre, quand il y a le petit-fils ou quand il y a la fille éventuellement qui vient expliquer comment ça fonctionne, là ça démystifie et du coup là il y a un effet d'accompagnement. Du coup le message c'est un peu dire que pour partager la confiance, le volet humain et l'approche humaine est vraiment important. Donc, ça fait une petite transition pour la suite. Et du coup en résumé, j'ai juste listé 4 points. Donc vous avez compris, la confiance... Ah, on m'appelle. La confiance, elle est influencée par tout un tas de facteurs, dont cognitifs, affectifs et sociaux. Je pense que c'est les 3 piliers qui sont à mon avis importants. C'est très rapproché de l'utilisabilité, donc là aussi, vous autres qui êtes peut-être, pour certains, dans le domaine de l'ergonomie, des interfaces ou du service, peu importe, cette question d'utilisabilité, elle fait partie intégrante de l'expérience, au même titre que la confiance. Pas de mesure objective, mais plutôt subjective et indirecte, on l'a dit. Et puis, ça c'est, je cogne encore Alexandre, la confiance se construit ou elle se déconstruit dans le temps, ça c'est important. On part d'un T0 qui peut être plus ou moins un peu positif ou négatif. C'est pas parce que le T0 est positif que ça garantit la pérennité de l'usage, c'est un premier point. C'est pas parce qu'au début vous avez un a priori positif que votre utilisateur il va rester, ça c'est le premier point. Et quand vous avez un a priori négatif, en général on rame, ça on va pas rentrer dans le détail. Et puis je vous laisse juste sur un exemple un peu creepy. HSBC qui publie une étude, alors un rapport de recherche internationale comme il l'appelle, j'aimerais bien voir la gueule du rapport, mais je n'ai pas lu en entier, sur faire confiance à la technologie et parmi lesquelles les questions. Est-ce que vous feriez confiance à un robot pour vous opérer à cœur ouvert? La réponse c'est à peu près 14%. Par contre pour ouvrir un compte en banque c'est 7%. Voilà, je vous laisse là-dessus. Les références et si vous avez des questions. J'avais une petite, déjà avant de poser ma petite discussion, remarque, une question vraiment. Dites
sur l'effet social. Biais de conformité étant un effet social, Ouais. clairement. Non, mais du coup, Non, mais bien sûr. on cherchait le mot. Et après, je voulais juste poser la question, parce que là, en plus, tu finissais là-dessus, sur ta présentation, parce qu'au final, les interfaces, elles sont portées par des marques, et tout l'aspect, en fait, communication, et au final, est-ce qu'on fait vraiment confiance qu'à une machine elle est incluse dans la confiance de la marque qu'on a, et même si une application n'est pas forcément, espèce d'effet Larsen, si la confiance n'est pas forcément complète envers l'interface, si on est convaincu de la marque et de son bien fait, est-ce que ça peut surpasser du coup la confiance de juste l'interface? Je pense que tu as la réponse à ta question. J'ai cité Apple tout à l'heure. Je pense que c'est un très bon exemple. Après, c'est un peu le jeu entre le market et le concepteur, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire que là, j'ai drastiquement simplifié le problème en enlevant toutes ces questions de marque, d'identité, de marketing, de communication, etc. Et il y a un terme qui est très usuel, c'est la promesse. C'est quoi la promesse de votre produit? Par définition, une promesse, moi, on m'a toujours dit qu'il ne faut pas faire de promesses qu'on ne peut pas tenir. Donc, on sait par ailleurs que certaines marques font des promesses qui ne tiennent pas. Donc, je pense que dans les innovators, typiquement, il y a un côté addict à la marque et addict à l'identité qui dépasse complètement la question de la technologie. Donc, je pense très largement qu'une marque bien travaillée peut outrepasser complètement les aspects fonctionnels et techniques dont j'ai parlé, sans problème. Aux grandes dames des utilisateurs, mais bon. Bonsoir, merci. Petite question, tout ce qu'on a abordé sur le thème de la confiance, au niveau des systèmes politiques, comment ça s'analyse? Je pense notamment à la confiance dans le monde politique. Est-ce qu'il y a une corrélation entre le fait que les gens ont de moins en moins confiance dans les modèles politiques et on a de plus en plus envie d'avoir confiance dans des modèles de marque ou des promesses de service? Alors, j'ai envie de te dire merci pour ta question, mais c'est quelque chose, en tout cas, en ce moment, du point de vue universitaire, dans le domaine de la recherche sur ce sujet-là, qui est réalisé. En fait, dans les trucs qui étaient illisibles du départ, là, sur les aspects, les facteurs contributifs à la confiance, il y a ces aspects organisationnels, étatiques, statutaires presque. Et du coup, je sais qu'il y a des travaux, mais je suis très très mal placé pour en parler pour le coup, quoi. En tout cas, ce serait intéressant de creuser un peu le sujet, parce qu'à mon avis, sur la question du transfert entre un modèle étatique, par exemple, et un modèle de marque, avec la façon dont tu vas cultiver, comme disait Meven tout à l'heure, la question de ton identité, de la marque et de ta promesse, justement, versus le management que tu vas avoir, management entre guillemets, ou alors customer voice, un peu, que tu peux avoir dans des approches plus participatives de la démocratie, ce genre de choses. Donc j'imagine que tu as les modèles qui sont un peu alternatifs aujourd'hui, qui doivent s'appuyer clairement sur ces aspects-là, quoi. En tout cas, ces désillusions, enfin la courbe qu'on a vue là, je pense que tu peux l'appliquer à des systèmes organisationnels, à des systèmes potentiellement étatiques, avec tout type de technologie, entre guillemets, technologie ou approche un peu au sens large. Et je n'ai pas plus d'éléments de réponse là comme ça. C'est bon? C'est bon? Eh bien c'est parfait. Merci beaucoup Jean-Christophe, merci. Merci.